Des groupes armés signataires d'un important accord de paix au Mali déplorent avec inquiétude dans un communiqué publié dimanche 17 juillet son abandon par des autorités de transition actuelles. La coordination des mouvements de l'Azawad, une alliance de groupes Touareg et nationalistes arabes du Nord en rébellion contre le pouvoir central créé en 2014, puis signataire d'un accord de paix avec Bamako en 2015, affirme aussi suivre avec beaucoup d'inquiétude la dégradation continue de la situation sociopolitique au Mali. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va donc, vous l'aviez compris, parler du Mali avec Mamadou Diouf. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour Michel. Alors, la sortie de l'Azawad doit faire quelque chose au pouvoir central de Bamako. Mais tout à fait, surtout que ce n'est pas la première sortie. Parce que si vous vous rappelez, dès l'arrivée des militaires, il y avait déjà un problème sur la table. Parce que l'ancien président Ibeka, quand il avait convoqué les assises nationales pour rediscuter du Mali avec ce problème de la refondation, dans les discussions, une bonne partie des Maliens avaient remis en cause ces accords de 2015 qu'on appelle également les accords d'Alger, puisque ça avait été signé en particulier avec les Touaregs à une période où ces Touaregs étaient plus proches de la France, le Mali était dans la difficulté, et c'est comme si dans les accords, l'État a concédé des choses que l'État a du mal aujourd'hui à accepter. Les Maliens avaient voulu réajuster avec Ibeka, mais les membres de l'Azawad avaient refusé. Quand le coup d'État est arrivé, c'est la même chose. Si vous vous rappelez, les militaires sont allés les voir parce qu'ils s'étaient mis à l'écart, voulant que les militaires garantissent que l'accord sera Respecté. respecté. Ils n'avaient pas eu tort, on dirait, parce qu'aujourd'hui, l'accord est très loin d'être respecté. Il s'était annoncé également quand on a fait de Choguel Maïga le Premier ministre. Puisque tout le monde connaissait la position de Choguel Maïga par rapport à ces accords d'Alger, il faisait partie de ceux qui disaient qu'il fallait déposer ces accords et faire d'autres accords parce que les contextes ne sont plus les mêmes. Donc, ils ont toujours été inquiets depuis le coup d'État parce qu'ils n'ont pas senti le pouvoir en place actuellement aller dans le sens de ces accords-là. Raison pour laquelle même au départ, quand on leur a demandé de venir participer aux concertations organisées par les militaires, ils avaient toujours montré une certaine réticence en voulant avoir la garantie de l'application de ces accords. Mais maintenant, ils tirent tout simplement la sonnette d'alarme parce que effectivement, les accords ne sont pas véritablement appliqués et ils ont plein de problèmes dans la zone parce que dans la zone aujourd'hui, eux sont directement en combat avec les groupes extrémistes violents qui sont là-bas, sans les militaires, puisque tout le monde sait que l'accord n'ayant pas été appliqué totalement, le Mali ne recouvre pas tout à fait l'ensemble de son territoire en matière d'administration. Alors, le non-respect des accords d'Alger, selon vous, est dû à quoi? Mais le problème de fond, c'est que le Mali a signé cet accord alors que le Mali est en position de faiblesse. On est en 2015. La France est très présente sur le terrain malien avec son opération pour faire reculer les groupes extrémistes violents qui descendaient à Bamako et qui étaient déjà arrivés à Sévaré. Mais cette France a combattu ces groupes en s'appuyant sur les Touaregs. Rappelez-vous la première bagarre, si on peut l'appeler ainsi, entre la France et le Mali, quand on a libéré Kidal et un certain nombre de zones, on a dit aux soldats maliens ne rentrez pas. Ce qui veut dire que cette partie, vous n'allez pas administrer. Rappelez-vous certains premiers ministres maliens qui ont essayé d'aller là-bas comme Mara et qui a fini par se cacher dans la base des Nations Unies, de la MINUSMA précisément. Pour dire qu'il y a un problème qui est là, qui n'est pas réglé, et c'est les accords qui devaient régler ça. Et quand les accords ne sont pas réglés, les Touaregs ont tendance à maintenir un peu leur espace, si on peut l'appeler ainsi. Et c'est ça la situation actuelle. Dans les accords, il avait été dit, il y aura le désarmement, comme ça se fait d'habitude, il y aura également l'intégration de leurs soldats dans l'armée malienne. Ce n'est pas aller loin. Sous Ibeka, il y a un pas qui avait été fait, il y avait des groupes mixtes qui avaient été créés avec les soldats maliens, les groupes Touareg, mais avec les milices, les Gacha en particulier, pour que ces gens assurent ensemble la sécurité. Mais l'intégration n'est pas faite jusqu'à présent. Il y a plein de combattants qui sont là, qui n'ont pas été intégrés dans l'armée malienne. La deuxième revendication, puisque d'abord les gens voulaient l'indépendance de l'Azawad. Ouais. Quand ils ont abandonné l'indépendance,
il a été proposé une décentralisation qui donne une certaine autonomie aux régions. Ils n'auront pas l'indépendance, mais ils auront la capacité quand même de pouvoir, de façon assez autonome, gérer leur espace. Mais cette affaire-là également n'est pas allée très loin, pour ne pas dire elle n'a pas véritablement commencé. Et c'est ça qui les amène à tirer la sonnette d'alarme. Cette fois même, ils ont demandé à des représentants des Nations Unies d'être présents pour que les gens les entendent, et ils espèrent certainement avoir un lobbying de la part de ces organismes pour qu'on respecte ces accords. Alors, la réunion a eu lieu à Kidal, Mamadou. Est-ce qu'on peut dire que c'est le bastion de l'Azawad? Ah, mais bien sûr, si l'Azawad devait avoir une capitale, ça serait certainement Kidal. Je disais tout à l'heure qu'on avait dit aux soldats maliens de ne pas rentrer. Ce n'est pas pour rien que les soldats français avaient dit aux soldats maliens de ne pas rentrer au niveau de Kidal, c'est leur bastion. Mais on ne peut pas accepter, et le Mali a raison sur ce plan, qu'il y ait un Mali et qu'à l'intérieur du Mali, qu'il y ait encore un autre espace qui va avoir un autre nom. Tout cela fait partie du territoire malien. C'est l'administration centrale qui doit aller jusque là-bas. Quand il y a une administration décentralisée, cette administration décentralisée se trouvera également dans cette zone. Mais ce n'est pas le cas jusqu'à présent parce que les Touaregs n'ont pas encore confiance au pouvoir central malien. J'ai rappelé qu'avec Ibeka, ils avaient hésité sur les assises. Après le coup d'État, ils ont marqué leurs réserves. Avec la nomination du Premier ministre, ils ont marqué leurs réserves. Et quand vous regardez tout le cheminement, ils sont en train d'avoir raison en ayant été prudents après le coup d'État pour ne pas apprécier directement ce qui va être fait. Il y avait des négociations tout récemment, si vous vous rappelez, on disait que le ministre de la Défense devait aller en Italie, c'était un peu caché, finalement c'est sorti, c'est fait, ce n'est pas fait. Mais ça montre que sur les accords, il y a des points qui posent problème. Et c'est dû au fait que le Mali, il faut le reconnaître, avait signé ces accords en position de faiblesse, donnant à ces gens de l'Azawad quelque chose qu'aujourd'hui les Maliens considèrent que c'était trop. Et les données ayant changé, les gens veulent ramener les choses à leur juste mesure. Ben, les Touaregs également ne veulent pas entendre parler de ça parce que c'est quelque chose qu'on leur avait donné, qu'on est en train de vouloir leur reprendre, et c'est ça qui les avait amenés à déposer les armes. C'est ça qui les avait amenés à collaborer pour combattre les groupes islamiques armés violents qui se trouvent au niveau du Mali. Alors, vous avez parlé d'un premier avertissement. Ce second, c'est quel signe? Comment on peut l'interpréter, selon vous? Ben, je me dis que cet avertissement doit être surtout pris très au sérieux. J'ai dit tout à l'heure qu'ils se battent actuellement contre comment on appelle ça encore, EIGS, État islamique au Grand Sahara, en particulier. Il y a beaucoup de morts. Ils se sont même plaints à un certain moment en disant, quand il y a des morts chez eux, c'est comme si le pouvoir central ne s'en occupe pas. Quand il y a des morts ailleurs, on a tendance à faire des journées de deuil national. Il y a eu beaucoup de morts dans ces affrontements. Il y a eu des déplacements de population, mais le pouvoir central n'a pas décrété de deuil national. Donc vous avez des gens qui ont l'impression qu'ils sont traités. Il y a deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. On les considère comme des gens qui sont à part. Et d'ailleurs, c'est ça qui suscitait leur rébellion également. Donc c'est comme si on est en train de recréer non plus les conditions pour qu'on mette fin à cette rébellion, mais c'est comme si on veut retourner à la case de départ, revenir dans les conditions qui les avaient amenés à vouloir se rebeller, en considérant que si le pouvoir central ne veut pas s'occuper de nos problèmes, nous allons nous occuper nous-mêmes de nos propres problèmes en nous détachant de ce pouvoir central. Et c'est pourquoi, à un certain moment, ils avaient carrément déclaré leur espace Azawad qu'ils voulaient transformer carrément en un État. Mais bien sûr, très peu de Maliens ont cautionné une telle chose. Donc il faut que le pouvoir en place fasse la double discussion. Parce que il faut discuter avec eux, les tranquilliser, mais il faut que également la classe politique malienne, les organisations de la société civile s'entendent sur qu'est-ce qu'on va faire avec cette partie du Mali. Parce qu'eux, ils ont une position claire, mais de l'autre côté, au niveau de la classe politique, la position n'est pas unanime. Au niveau de la société civile, la position n'est pas unanime. Et à chaque fois que le débat est posé sur le plan national, ça devient assez souvent un débat houleux, parce que beaucoup de gens, il y en a même qui ont dit carrément qu'il faut déchirer ces accords, parce que ces accords ne valent absolument rien. Le Mali
ne peut pas s'inscrire dans son futur avec ces accords. Alors que on les appelle également les accords d'Alger parce que l'Algérie était une partie garante pour les Touaregs au niveau de la signature de cet accord. Alors, le groupe dit suivre avec inquiétude la situation sociopolitique dégradante aussi dans ce pays. On profite de la situation peut-être? Non. Ou bien c'est un constat? Non, c'est une façon de dire aux gens, il y a des problèmes ailleurs, mais il y a des problèmes ici aussi. Il est vrai que les militaires maliens ont un sérieux problème aujourd'hui avec la question de sécurité, avec les groupes extrémistes violents. Ils ont également des problèmes avec la classe politique, parce que de plus en plus, à l'interne, il y a une mésentente entre le pouvoir militaire et la classe politique malienne. Ils ne veulent pas qu'on s'occupe de ce problème en oubliant leurs problèmes. Et c'est ce qu'ils avaient toujours dit, qu'on s'occupe des problèmes du Mali. Si on accepte que l'Azawad fait partie du Mali, donc en s'occupant des problèmes du Mali, on s'occupe également des problèmes de l'Azawad. Mais ils ont l'impression qu'on les a mis à l'écart, bien que quand vous regardez dans le gouvernement, il y a quand même quelqu'un qui est dedans avec son turban. Quand vous le voyez, vous savez qu'il fait partie de ce groupe. Mais ça ne suffit pas parce que ça a un peu l'air d'être quelque chose de symbolique. Mais sur le terrain, dans la pratique, en termes d'application des accords, les choses ne bougent véritablement pas. Est-ce qu'il y a possibilité pour les deux parties de s'asseoir et de discuter à nouveau? Est-ce qu'il faut parler de possibilité? Il faut parler d'obligation. Parce que si les deux parties ne discutent pas, on se retrouve encore avec des Touaregs qui risquent de retourner vers la rébellion. Alors que ajouter un problème aujourd'hui à l'insécurité du Mali, c'est de la folie. Il ne faut pas l'appeler autrement. L'État malien a intérêt, puisque les Touaregs sont actuellement en train de se battre contre ces groupes extrémistes violents, d'un point de vue stratégique, l'État malien a intérêt à voir comment s'entendre avec ces Touaregs pour qu'ils participent à cette lutte contre le terrorisme. Mais pas du tout que ces Touaregs finissent par s'approcher. Parce que même jusqu'à présent, quand vous lisez ceux qui travaillent sur cette question dans la zone, il y a souvent des liens entre ces groupes Touaregs et les groupes extrémistes violents. D'ailleurs, à l'occasion, ils ont changé de président. Tout le monde se pose aujourd'hui des questions parce que le nouveau président est connu comme étant quelqu'un de proche de Iyad Agali, qui est le premier responsable du GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est un de ces groupes extrémistes violents qui pose énormément de problèmes au Mali aujourd'hui. Est-ce que cela veut dire que les Touaregs vont se rapprocher de ces groupes extrémistes violents? Vous voyez qu'il y a une grosse équation. L'État malien n'a aucun intérêt à ce que les Touaregs s'approchent de ces groupes extrémistes violents. Au contraire, ils doivent faire en sorte qu'ils participent à la lutte contre ces groupes. Et pour cela, il va falloir s'asseoir, discuter, leur donner au moins des garanties, appliquer certaines parties de l'accord, même si il va falloir également que les Touaregs l'acceptent. Il y a des parties de l'accord qu'il va falloir renégocier, puisque c'est ça l'avis de l'écrasante majorité des Maliens. Derrière l'Azawad, vous voyez une main cachée, Mamadou Diouf? Pas nécessairement aujourd'hui, mais tout le monde sait que pendant la guerre, il y avait la main française, puisque c'est l'armée française qui avait dit aux soldats maliens ne rentrez pas. C'était très clair. Et d'ailleurs, on avait posé ce problème de souveraineté. Aujourd'hui que la France n'est plus en odeur de sainteté avec le Mali, est-ce que la France va utiliser ce bras pour créer des difficultés au Mali? Attendons de voir. C'était juste le sens de ma question. C'est pourquoi j'ai dit attendons de voir, parce que quand on a des problèmes avec quelqu'un, bon, si les Touaregs s'opposent à l'État malien, mais si la France veut créer des problèmes à l'État malien, il faut tout facilement aller soutenir les Touaregs pour créer davantage de problèmes à l'État malien. C'est ça la géopolitique mondiale, tout le monde le sait. Et la France n'hésitera certainement pas à le faire si la France n'est pas intéressée par un retour à des relations normales avec le Mali. Parlant de l'association sociopolitique dégradante, qu'est-ce que l'Azawad peut apporter comme solution selon vous? Mais sur le nord du Mali, ils sont incontournables. Il faut le dire clairement. Ils sont incontournables. Et ce problème Azawad, il ne faut pas qu'on oublie que c'est eux qui avaient commencé la guerre au nord du Mali. C'est eux qui ont été les premiers à tuer les soldats maliens avant que les groupes islamistes ne viennent et qu'ils, eux, combattent ces groupes Touaregs et occupent cet espace. Et curieusement, ces groupes Touaregs ont après collaboré avec ces groupes extrémistes violents pour descendre sur Bamako.
C'est après, quand la France est venue intervenir, que certains se sont détachés. D'ailleurs, dans la partie nord, une bonne partie de ceux qui sont dans les groupes extrémistes violents sont des Touaregs, sont des Arabes, etc. Donc, il ne faut pas qu'on pense que les Touaregs sont tous ensemble au niveau de la CMA concernant l'Azawad. Il y en a parmi eux qui font partie des groupes extrémistes violents. Il y en a parmi eux qui ont collaboré avec ces groupes. Les études sont là pour le montrer de façon extrêmement claire. Mais ça fait qu'il y a un enjeu énorme avec ce qui se passe aujourd'hui. L'État malien doit éviter que ce groupe ait tendance à aller vers ces groupes extrémistes violents qui sont combattus par l'État malien et par pratiquement toute la sous-région aujourd'hui, parce que plus personne n'est pratiquement épargné. Mais c'est une façon de renforcer ces groupes extrémistes violents, alors qu'ils sont dans une zone qu'ils connaissent très bien. On a besoin d'eux souvent quand on veut combattre les gens dans ce milieu. Et c'est ce que la France avait fait. La France les avait utilisés parce que la France ne maîtrisait pas, comme eux, le milieu dans lequel se trouvaient ces groupes extrémistes violents. Donc l'État malien, pour moi, la logique, elle est là, elle est simple, elle est claire. Il ne faut pas aller chercher très loin. Eux également, il faut qu'ils soient raisonnables. Il ne faut pas trop demander dans la situation actuelle du Mali. Parce que le Mali ne peut pas venir résoudre les problèmes de l'Azawad. Oubliez le centre du Mali, où aujourd'hui, il y a énormément de problèmes à cause des actions des groupes extrémistes violents. Et qui peut être au milieu des deux parties, l'ONU par exemple, Mamadou? L'ONU, pas trop, parce que quand vous regardez ce qui se passe avec la MINUSMA aujourd'hui, l'ONU également n'est pas en odeur de sainteté avec le Mali. L'Algérie peut-être, puisque j'ai dit tantôt que l'Algérie avait été garante des accords. C'est en Alger que les accords avaient été discutés, c'est à Alger que les accords avaient été signés, et les Touaregs semblaient se sentir à l'aise sur le territoire algérien. Donc, si l'Alger fait les bons offices, très certainement, l'Algérie aura la possibilité de faire une petite pression au moins au niveau des Touaregs, obtenir quelque chose du Mali, puisque c'est pour moi la solution. Il faut que certains aspects des accords soient appliqués, puisque eux, ils insistent sur l'intégration de leurs gens dans l'armée. Ils insistent sur cette grande autonomie qui avait été promis aux régions. Je crois que si on donne quelque chose sur ces deux aspects, ça pourra peut-être les calmer, le temps que maintenant le problème malien soit réglé. Parce que ce problème-là, quand même, il faut le dire, est un problème dans un autre problème qui est plus grand. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. La petite pause, et derrière, on reçoit l'invité du jour.